Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de VoZoom. On va parler évidemment de la 20e journée disputée à mi-semaine et on parlera principalement d'un match très très attendu, celui de jeudi soir, coup d'envoi à 21h, qui va opposer Tottenham à Liverpool. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christian qui représente Vision du jeu et puis les deux commentateurs de ce match au sommet, Bruno Taverne et Jean-François Remy. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour. Christian, je vous propose de partir directement sur le bilan actuel en Première Ligue. C'est la tradition dans l'émission. On passe d'abord sur le total, le pourcentage en tout cas de victoires à domicile, en déplacement et de partage. Et on voit que ça reste plutôt stable. Ça y est, Serge, on a dépassé les 500 buts et voilà, on a une parité parfaite entre les victoires à domicile et les victoires en déplacement. On l'attendait depuis longtemps. Voilà, c'est fait. Sinon, au niveau des buteurs et des donneurs d'assist, c'est toujours la même chose. Attention, De Bruyne s'était rapproché de Harry Kane en termes d'assist avec 10, mais comme il est blessé, on risque de garder les mêmes en tête du classement. Et on aura donc évidemment le meilleur buteur, Mohamed Salah, même s'il n'a pas marqué depuis quelques matchs, on en parlera. Et Kane, le meilleur donneur d'assist face à face jeudi soir. En attendant, on va quand même évoquer l'info choc de cette semaine, le licenciement de Frank Lampard, la légende de Chelsea qui a été mis dehors après une victoire en Cup, alors qu'ils avaient perdu quelques jours plus tôt face à Leicester. Est-ce que d'abord, Jean-François, Bruno, Christian, ce licenciement vous a surpris dans le timing? Oui, un petit peu parce que c'était après une victoire, donc on peut toujours se poser cette question-là, que les problèmes sont récurrents depuis plusieurs semaines, que donc voilà le timing. Enfin, quand on est entraîneur de Chelsea, quand on a un président comme Abramovich, il n'y a plus rien qui peut étonner. Donc, les décisions peuvent tomber à n'importe quel moment. Puis, je pense qu'il y a une concordance dans le temps aussi, sans doute, puisqu'on a vu qui était amené à prendre sa succession. Il y a une concordance dans le temps par rapport à ce qui s'est passé sans doute du côté de Paris aussi. Donc voilà, j'ai ce sentiment aujourd'hui qu'on est dans une situation qui devenait invivable pour Lampard. Alors évidemment, les langues se délient après ce licenciement et on a compris que la vie était plutôt compliquée dans le vestiaire, mais aussi entre Frank Lampard et Marina Granovskaya, qui est la patronne, la directrice de Chelsea. Et puis il y avait aussi, depuis quelques mois, apparemment, la recherche d'un entraîneur allemand, puisque Chelsea aurait négocié avec Nagelsmann, avec Rangnick, avant finalement de se tourner vers Thomas Tuchel. Est-ce que c'est un choix judicieux pour vous, Bruno? Je pense qu'ils ont cassé la tirelire, toute proportion gardée, pour Timo Werner. Donc, il faut mettre Timo Werner dans les meilleures conditions possibles. Quid d'un entraîneur allemand pour cela? Maintenant, pour avoir commenté le dernier match de Première Ligue de Lampard, il était clair qu'il y avait un problème avec certains cadres, certains joueurs, manque de structure, des joueurs qui ne se donnaient pas, des joueurs qui semblaient malheureux. Et dans ces joueurs malheureux, il y en avait un en tribune, Timo Werner, et il y en a un autre qui est monté au cours de match, Ziyech, sans rien apporter du tout. On a vu une équipe qui se traînait un petit peu, la sanction a été immédiate. Donc, 5 défaites sur les 8 dernières rencontres jouées. Je pense que pour n'importe quel entraîneur, c'est compliqué dans une équipe comme Chelsea. Christian, on peut dire que finalement, les 250 millions d'euros dépensés pendant l'été ont été un cadeau empoisonné pour un Frank Lampard qui restait pourtant sur une bonne saison, avec des jeunes joueurs qu'on a moins vus par la suite, en tout cas pour certains. C'était une équation difficile pour cet ancien joueur, légende, qui était adoré par les supporters, mais qui n'a pas réussi justement à faire bonifier tous ces transferts. Et on rappelle quand même que Chelsea est 9e pour le moment dans le championnat. Oui, c'est le paradoxe, hein, Serge. La saison passée, il n'y avait pas d'argent, enfin, suite au règlement du fair play financier. Il n'y avait pas de transfert. Là, on a dépensé beaucoup d'argent et on parvient pas à mettre une équipe en place. Il y avait quand même quelques doutes parce que Havertz, dans ses capacités, de ce qu'il avait démontré dans son efficacité, ce qu'il pouvait apporter quand il était à Leverkusen, ça paraissait déjà un peu court et ça se confirme maintenant depuis qu'il est à Chelsea. Werner, c'est une vraie surprise dans le mauvais sens parce qu'il avait tout pour jouer dans une équipe avec une formation où il y avait des projections rapides vers l'avant, où il était capable de faire des actions individuelles. Et là, il ne parvient pas à reproduire. Donc, il y a beaucoup de circonstances défavorables qui font que ça ne fonctionne pas bien cette saison. Il faudrait rajouter juste une petite chose. J'ai été interpellé par une déclaration de Thiago Silva sur le comportement de certains joueurs où il disait j'en ai marre, dit-il, des comportements de stars. Donc, visiblement, en plus des problèmes de jeu, il y a des problèmes de vestiaire et des difficultés. Donc, il faudra des résultats tout de suite du côté de Chelsea pour pouvoir remonter
la pente et sortir de cette spirale de résultats négatifs pour le moment. On se concentre maintenant sur l'affiche de cette 20e journée, match donc qui sera disputé jeudi soir, coup d'envoi 21h, mais prise d'antenne à 20h45 pour bien préparer ce match avec Jean-François et avec Bruno. On rappelle quand même le classement. Pour le moment, Tottenham est 5e avec 33 points, Liverpool 4e avec 34 points. Liverpool était encore en tête du championnat il y a 3-4 semaines. Donc, c'est une équipe qui reste sur une séquence très négative avec justement ce match aller qui s'est disputé il n'y a pas si longtemps, c'était le 16 décembre dernier, et on a vu que derrière, pour Tottenham et surtout pour Liverpool, les résultats ont été un petit peu compliqués, Christian. On commence peut-être avec cette équipe de Tottenham. Oui, compliqué pour les deux équipes. Ici, malgré tout, c'était un peu meilleur pour Tottenham, mais il faut quand même voir les adversaires. C'était quand même Wolves. Il y a la défaite à domicile contre Leicester. Il y avait un partage contre Wolves qui va pas très bien depuis la blessure de Jiménez. Il y a des victoires contre des promus et un match nul contre un promu. Donc, les résultats sont pas exceptionnels pour le moment pour Tottenham. Sauf qu'ils se sont évidemment qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera face à Manchester City qu'ils ont passé 2 tours en Cup. Donc, ça va mieux du côté de Tottenham que du côté de Liverpool. Et on va le voir. Ça a été le choc, la surprise totale de voir les résultats depuis maintenant quelques journées pour Liverpool, Christian. Ils ont plus de matchs depuis ce fameux match entre Liverpool et Tottenham. Là, il n'y a qu'une seule victoire. Donc, ils avaient très bien enchaîné contre Crystal Palace. Et quelle victoire, 0-7. Et puis, après, c'est le néant. C'est malgré tout quand même trois partages, mais 3 partages pour Liverpool et contre des adversaires de ce calibre, c'est pas assez, ça marque plus. Et donc, pour le moment, il faut vraiment inverser cette tendance, sinon, ça va être la catastrophe. Et on va dire que c'est vraiment le fil rouge de ce match. Quand on voit les résultats de Liverpool, c'est 3 points sur 15, mais c'est un but marqué sur une période de 5 matchs et puis 438 minutes sans marquer le moindre but. C'est la première fois depuis 20 ans que ça arrive en championnat du côté de Liverpool. On peut dire que c'était totalement imprévisible, surtout après les 7 buts marqués du côté de Crystal Palace. Ce qui me frappe le plus pour l'instant, c'est que la différence ne se fait plus. Je ne sais pas si on peut être champion en gagnant 50% de ses matchs. Donc, ils sont déjà à 7 partages du côté de Liverpool. 3 défaites seulement, mais bon, c'est déjà beaucoup pour eux à ce stade-ci de la saison, mais 7 partages. Donc, je ne sais pas si on peut jouer un titre en gagnant 9 fois sur 19 journées. C'est la même chose pour Tottenham, 9 victoires en 18 journées. Donc, il y a quelque chose qui, pour l'instant, fait en sorte que la différence ne se fait pas. Ce détail qui pousse le ballon, par exemple, au fond, ou qui rapporte 3 points. Alors, est-ce que c'est un manque? Bon, ils sont toujours qu'à 6 points du leader Manchester United, mais est-ce que c'est un manque de fraîcheur ou alors une lassitude, une usure mentale, physique? Comment expliquer l'inexplicable? Si on prend le dernier match, la défaite à domicile et la fin de la série de 68 matchs sans défaite à Anfield dans le championnat, 0-1 face à Burnley, il y a eu je crois que c'était de mémoire, c'est 27 tirs au but, 0 marqué. Il y a eu 72% de possession de balle. Et même Jürgen Klopp a dit après ce match, on a réussi à perdre un match qu'il était absolument impossible de perdre. Oui, il y a quelque chose qui presque de l'ordre de l'inexplicable pour le moment, sauf que quand j'ai eu l'occasion de faire Liverpool encore il y a pas longtemps dans un autre match au sommet, et ce qui était évident en fait, c'était que cette équipe a désormais, alors de la qualité, ça on n'en doute pas, mais par contre la question que je me suis posée en regardant Liverpool jouer ces dernières semaines, je me suis dit mais quelle est encore la complémentarité entre les 3 attaquants? Alors on parlera tout à l'heure, Christian expliquera peut-être sur le plan du jeu ce qui est en train de poser problème, notamment par les flancs, etc. Mais je me suis posé la question sur des choix qui sont faits. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un problème d'ego entre les attaquants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des situations offensives où les choix sont mal faits, c'est-à-dire je me souviens de supériorité numérique par exemple où Salah insiste, va dans un 1 contre 1 sans vraiment y aller, on ne sait pas, on est entre 2 idées, etc. Donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, au-delà des aspects vraiment purement du jeu, il y a quelque chose d'ordre psychologique qui s'est installé aussi au sein de cette équipe, au sein de cette attaque de manière plus précise, puisque c'était ce fameux trio dont on a toujours parlé, et qui aujourd'hui n'exploite pas ses possibilités comme elle pourrait le faire ou comme elle l'a fait dans le passé. Donc
Je ne sais pas ce qui se passe, difficile à dire évidemment. On dit que Salah n'est pas très heureux, par exemple. Je ne sais pas si ça se confirme. Il a clairement dit qu'il voulait partir. Donc pour Klopp, c'est pas grave parce que ça fait partie des lois du foot. Mais non, moi, pour les suivre depuis le début, sur vous, il y a toujours une rivalité entre Salah et Firmino. Quand Salah peut placer le ballon à Firmino devant un but vide ou devant Mané, il va aller au bout de ses efforts. Ils ont tellement marqué ces 2 dernières saisons que ça a été noyé complètement, cette rivalité interne entre eux. Mais aujourd'hui, et j'ai demandé à Vision du Jeu, avant notre direct, des informations sur les échanges de passes et d'assists entre Mané ici et entre Salah. Ça a disparu. Je crois qu'en 2019, il y a un assist. En 2020, il y en a un autre. C'est totalement insuffisant quand on voit le rapport. On y reviendra sûrement entre Harry Kane et Heung-min Son. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une rivalité qui, avant, passait inaperçue parce que l'équipe marquait tellement facilement. Et aujourd'hui, des titres. Et gagné, bien sûr. Aujourd'hui, c'est de plus en plus présent et l'absence de Diogo Jota, évidemment, 5 titularisations, 5 buts marqués, évidemment, c'est lourd. 4 matchs de championnat pour les 3 attaquants sans marquer, même si ils ont marqué 2 buts en Cup face ou du côté de Manchester United. Donc, on a l'impression qu'ils tirent avec des balles à blanc, les Salé, les Salah, les Mané et les Firmino. Est-ce que ça se confirme dans les chiffres, Christian? J'ai montré l'efficacité par journée. Donc, dans chaque fois qu'il y a un ballon, c'est que ce joueur, un des 3, a marqué lors de cette journée. On voit en fait que cette saison, pour un peu remplacer sur les 19 premières journées de la saison passée, Origi qui avait marqué 3 fois, il y a Jota qui a marqué 5 fois cette saison sur les 19 premières journées. Et il y a lors de la 10e journée, comme vous pouvez le voir, où il y a la barre rouge, c'est la seule journée où ils n'ont pas marqué tous les 3. Mais Jota avait compensé en marquant un but. Par contre, lors des 4 dernières journées de championnat, il n'y a aucun des 4 qui est efficace. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Que ça perdure, ça c'est encore plus exceptionnel. Mais si on replace ça dans un contexte général, on voit en fait que ça se passe en fait dans toutes les équipes. On a dit au début de saison, quand Manchester City ne fonctionnait pas et qu'ils étaient descendus jusqu'à la 9e place, qu'il manquait Agüero et que Gabriel Jesus n'était pas là non plus, donc on ne savait pas remplacer par qui, il y avait un problème. Manchester United, ils ont touché la 14e ou la 15e place avant d'aujourd'hui être premiers. Il y a en fait, comme on l'a vu hier dans le déo avec l'infographie, il y a juste Leicester qui parvient en fait à se maintenir dans le top 6 depuis le début de la saison. Donc, c'est pas tellement étonnant de voir, avec cette saison particulière, avec le Covid, de voir des grandes différences entre passer du très bas à aller au très haut, et l'attrait de ce championnat fait qu'en fait, ils ont tous leur mauvaise période, qui fait qu'en fait, ils se rejoignent tout doucement tous en haut du classement, sauf que maintenant, c'est le moment de Liverpool, mais dès que Liverpool va reprendre un peu, la progression, on va avoir de nouveau les ténors en haut qui vont se battre à égalité. C'est quand même très étonnant, Christian, l'infographie que tu viens de montrer, parce que sur 4 journées comme ça, bon, il y en a un qui est blessé, bien sûr, c'est Jota, mais que les 3 autres ne marquent absolument pas. Et comme je t'avais demandé aussi… Jean-François, juste un chiffre, c'est 87 tentatives au but sur les 5 derniers matchs, c'est 1 but marqué. C'est oui, tout absolument à incroyable. fait. Mais il n'y a pas de jeu collectif non plus sur ces dernières semaines entre ces 3-là. Et pour avoir demandé à Christian de regarder par rapport à la saison dernière, alors il y avait des moments où il ne marquait pas, mais ça ne durait jamais. C'était une journée par-ci, par-là. Mais sinon, il trouvait l'ouverture tout le temps. Ici, on est dans un moment exceptionnel. Je signale quand même, ça correspond exactement ou à peu près aux 6 matchs sur la série de 6 matchs sur lesquels Liverpool est pour l'instant en grande difficulté. Donc tout ça se tient évidemment avec d'autres éléments qui vont venir se rajouter, qui sont les flancs. Mais il y a un vrai souci aujourd'hui. Je suis même pas certain, pour être très honnête, que si c'était pas Jürgen Klopp, que l'entraîneur passerait ce cap sans trop de difficultés, quoi. Si on fait la comparaison, Christian, entre cette saison et la saison dernière pour ces 3 attaquants, pour les 3 joueurs principaux, pour le trident de Liverpool, est-ce qu'il y a une grande différence? Mais non, Serge, c'est ça en fait qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de grande différence. La saison passée, ils avaient marqué, après 19 journées, tous les 3, ils avaient marqué 25 buts. Et cette saison, ils sont à 24, malgré ces 4 matchs sans marquer. Donc, ils ne sont pas
perte de vitesse au niveau des chiffres, sachant aussi que Jota vient s'ajouter, mais dans l'ensemble, ils sont toujours aussi performants. L'exception, c'est sur cette période-ci, mais n'oubliez pas aussi qu'on avait dit en début de saison, quand ils avaient pris 7 buts contre Aston Villa, que c'était aussi une circonstance défavorable depuis le début de la saison et que ça passait pas bien. Et puis après, ça s'est rééquilibré. Ils sont revenus dans le coup défensivement. Et bien là, maintenant, ils subissent cette circonstance défavorable offensif, mais rien n'est mal fait pour le moment puisqu'ils sont pratiquement aux mêmes performances que la saison passée à la même époque. La différence, c'est vraiment entre parenthèses, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de solution qui puisse venir du banc parce qu'Origi ne marque plus, on l'a encore vu. Dans ce match face à Burnley, il tire sur un démontant. Shaqiri, il joue un petit peu plus, mais il n'est pas décisif. Minamino non plus. Donc, il n'y a pas de solution à ce niveau-là non plus, Bruno. Je pense que Minamino, c'est un transfert marketing. C'est pas un transfert pour le jeu. C'est un Japonais qui rentre là pour plein de circonstances. On attend son explosion. On a cru qu'en marquant face à Crystal Palace, il était lancé, mais non. Origi, n'oublions pas qu'il est 3e, voire 4e choix offensif aujourd'hui, que pour lui, c'est une fin de parcours, même s'il restera une légende du côté de Liverpool. Il est de plus en plus critiqué, certainement pour l'occasion ratée en face-à-face avec le gardien, mais il a peu de temps de jeu, donc c'est difficile de s'exprimer. Donc, il y a des choix. Quand on parle de transfert à Klopp, il dit, c'est pas moi qui vais décider ça. Jean-François a parlé de l'attaque. Christian nous dit, il n'y a pas de problème offensif. On y reviendra avec les flancs. Mais on peut pas parler de la saison de Liverpool sans parler de leur charnière centrale défensive avec les blessures et avec des défenseurs qui font régulièrement des erreurs qui coûtent cher quand même. Au lieu de faire un mauvais 0-0, comme face à Burnley, ça devient une défaite 1-0. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que dans les chiffres, c'est plutôt le manque d'efficacité offensive qui prend le pas, alors que évidemment Van Dijk n'est pas là, que Gomez n'est pas là, Matip était blessé. Mais c'est la meilleure attaque, c'est toujours la meilleure attaque. Oui, c'est toujours la meilleure attaque. C'est les 4 dernières journées. Si on regarde où ils étaient il y a 4 journées, ils n'étaient pas là où ils sont maintenant. C'est les 4 dernières journées qui plombent complètement. Mais ceci dit… Ils perdent peut-être le titre sur ces 4 journées. Bien sûr, mais ce qu'on voit maintenant sur les 4 dernières journées, on l'a vu se diliter dans le jeu aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça pouvait tenir jusqu'à présent avec les flancs qui fonctionnaient moins bien, ça pouvait tenir parce qu'il y avait des exploits individuels, ça pouvait tenir parce que… Mais là, maintenant, ils auraient besoin justement de trouver un petit peu plus de complémentarité, d'un peu plus jouer ensemble pour passer ce moment difficile. Et là, malheureusement… Mais une équipe qui a 72% de possession de balle et 27 tirs et qui ne parvient pas à marquer, qui perd 1-0 sur un penalty, c'est pas dans le jeu que vient le problème. C'est ce que dit Klopp aussi. Il y a 90% qui fonctionnent bien. C'est les 10 derniers pourcents les plus importants qui posent problème pour le moment. Mais c'est le plus important, oui, c'est ça. En fait, le football, il faut gagner, quoi. Il faut marquer un but de plus, et même si on gagne que 1-0, mais c'est gagné. C'est pas. Des fois, c'est bien de gagner 7-0 pour le spectacle, parce qu'il y a le côté divertissant qui est vraiment important pour l'ensemble des gens. Mais c'est plus important de gagner, d'en marquer 5 et de gagner une fois 2-0 et 3 fois ou 4 fois 1-0, parce que ça rapporte des points. Mais l'aspect défensif n'est pas problématique pour le moment, puisqu'ils ont encaissé que 2 buts. Le problème, c'est que quand on n'en marque pas derrière, c'est ce qu'on évoquait avec Fulham. Fulham aussi, c'était la même chose, Serge. Ils n'encaissent pas beaucoup, ils ont une bonne mise en place, mais ils ne marquent qu'un but par match. Donc, on ne peut faire qu'un match nul ou perdre 1-0. Et donc, c'est le même problème pour le moment. Il ne faut pas oublier que si on enlève les 7 buts d'Aston Villa, qui étaient vraiment une catastrophe, ils ne sont qu'à 15 buts encaissés, ce qui fait la deuxième meilleure défense derrière les 13 buts de Manchester City. Donc, malgré tout ce qu'il y a eu comme blessé, malgré tous les changements, malgré la mauvaise efficacité, aujourd'hui, il y a des mauvaises périodes dans la vie, il faut laisser passer la mauvaise période et puis ils vont reprendre ça, quoi. Et Christian, malgré aussi des flancs, en tout cas un flanc qui fonctionne moins bien qu'avant, c'est le flanc droit, Trent Alexander-Arnold, qui avait battu le record d'assises données par un défenseur sur les 2 dernières saisons et qui, cette saison, semble moins efficace, en tout cas en difficulté. Pour comparer cette information, Serge, j'ai quand même repris l'efficacité par les flancs de plein jeu, comme vous pouvez le voir ici, lors de la saison passée jusqu'à la 19e journée. Ce qu'on voit, on voit qu'il y a beaucoup de passages par le flanc gauche, un peu moins par le flanc droit, avec surtout, on peut le voir avec le chiffre 9, des centres et des ballons qui viennent de cette dernière zone du côté du flanc gauche. À cette époque-là, sur l'ensemble des données avec les phases arrêtées, Robertson était à 5 assists, et Alexander Trent-Arnold était déjà à 8 assists, dont 4, je pense, sur phase arrêtée.
Si on prend les performances de cette saison, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'on est beaucoup moins performant en venant du flanc gauche. Par contre, malgré tout, Andrew Robertson est toujours au même nombre d'assists que la saison passée à la même époque. Et par contre, ce qui est très très paradoxal, c'est qu'en fait, on est meilleur par le flanc droit, et notamment avec cette zone, avec 7 assists qui ont été donnés en deuxième zone. Mais par contre, Alexander Trent-Arnold est beaucoup beaucoup moins efficace en termes d'assists. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on avait montré déjà dans un autre Zoom, c'est qu'il y a une récurrence à venir se positionner pour plusieurs joueurs du côté de ce flanc droit en deuxième zone et de donner des centres. Et donc, on est beaucoup plus efficace l'ensemble de l'équipe qui se déporte sur le flanc droit. Par contre, Alexander Trent-Arnold est beaucoup moins performant que la saison passée. Il n'est qu'à 2 par rapport aux 8 de la saison passée. Et donc, ça, ce n'est pas suffisant. Un exemple face à Burnley, c'est 18 centres des pieds d'Alexander Trent-Arnold. Aucun centre n'a été touché par un de ses équipiers. Il y a un problème. Oui, pour avoir vu le match, c'était pas des centres exceptionnels de qualité non plus, comme lui pourrait en faire. Mais on a vu aussi, parce que là, on parle de joueurs de flanc défensif avec des capacités offensives d'exception, des donneurs d'assist d'exception pendant ces 2 dernières saisons. N'oublions pas qu'ils sont en souffrance pour l'instant, probablement aussi physique, mais qu'ils souffrent derrière. Hein. Il n'y a pas le temps non plus de mettre en place quelque chose, puisqu'il y a match tous les 3 jours, donc on peut pas vraiment ce qui est valable appuyer pour sur eux, le bouton reset. C'est valable pour les autres aussi. Ce qui est valable pour eux est valable pour Justin du côté de Leicester qui casse la baraque aujourd'hui. Donc, ils souffrent physiquement. Et à ce niveau-là, ils ont tellement été un sur-régime, c'était tellement merveilleux à observer que dès qu'on baisse un petit peu l'intensité, la tension, évidemment, on se dit, mais quel est le problème? Mais bon, ils viennent quand même d'un sur-régime exceptionnel. Tout à fait. Pour peut-être faire la synthèse de tout ce qu'on a dit, c'était le match face à Manchester United. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une possession de balle évidente, à la fois, il y avait un moyen d'exploiter les flancs, ça n'a pas été fait, il y avait un moyen de faire des bons choix, ça n'a pas été fait, ils n'ont pas marqué de but, ils n'ont pas trouvé la complémentarité entre eux. Bref, tous les éléments étaient là ce jour-là pour se dire, tiens, il y a quand même un petit souci. Et pour avoir des images en tête très clairement, à un moment donné, quand surtout face à Manchester qui défendait à peu près sur la largeur de son but, pas plus. C'est ce que fera Tottenham aussi, normalement. Mais oui, mais c'est pour ça que je le dis, parce qu'on va retrouver à peu près la même chose s'ils ne parviennent pas devant à faire des meilleurs choix, à mieux exploiter les espaces qui vont forcément se libérer sur les côtés et donc ils vont vivre le même genre de scénario. D'ailleurs, dans une interview, Jürgen Klopp disait, et ça peut peut-être faire la transition, je ne sais pas, avec Tottenham, mais il disait, tiens, au match de coupe, par rapport à la défaite en coupe, il dit, on a remarqué 2 buts, ça c'est bien, l'efficacité, mais on sait au moins ce qu'on doit travailler cette semaine parce qu'on a été en difficulté sur toutes les transitions de Manchester. Il y a un paramètre très important à observer psychologiquement. Quand Klopp est arrivé, il est arrivé avec ce qu'il a fait à Dortmund et il y avait énormément de reconversions rapides et de projections et il a surpris par son gegenpress et par cette manière de pouvoir récupérer le ballon haut et avoir la transition. Avec l'aura et la réputation de Liverpool a commencé à jouer dans le haut du classement. Et ça se passe dans tous les championnats. Dès qu'il y a une équipe qui joue dans le haut du classement, on estime que cette équipe doit avoir la possession de balle et qu'elle doit s'imposer parce que c'est normal qu'elle gagne tous les week-ends. Aujourd'hui, on l'a vu grâce à ce que Bruno m'a demandé hier avec l'infographie pour comparer le jeu offensif de Leicester par rapport aux 3 autres. On a vu aujourd'hui que Manchester City ne marque que 2 buts sur jeu dominant rapide. Liverpool, 2 buts sur jeu dominant rapide. 4 buts seulement sur les reconversions rapides. Aujourd'hui, comme tu l'expliquais Jean-François, dans le match de Manchester, on a vu souvent, ils ont récupéré le ballon, mais ils ne se sont pas projetés rapidement vers l'avant. Ils ont construit, ils ont voulu passer par les flancs, ils veulent essayer en fait de pousser l'adversaire dans les derniers retranchements. Or, aujourd'hui, il faut retrouver, comme le fait Tottenham, comme le fait Manchester United, il faut avoir des performances dans le jeu rapide. Et ça, aujourd'hui, ils n'ont pas cette transition. Et ça, c'est quelque chose qui a changé dans l'attitude offensive de Liverpool depuis cette saison et par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Messieurs, je vous propose de parler quand même un petit peu de Tottenham. On vient de passer un long chapitre sur Liverpool, mais évidemment, ce sont des résultats surprenants depuis quelques matchs.
du côté de Tottenham, il n'y a pas vraiment de problème dans le duo star offensif Kane, Son, ça fonctionne toujours aussi bien et ça depuis le début de la saison, Bruno. C'est peut-être ça leur problème, c'est qu'il y a quand même une dépendance et qu'il peut rien arriver. Il peut rien arriver à ces 2 jours-là, quand vous voyez 12 buts, 11 assists pour Kane. Mais ce que je crois, c'est que ça, c'est un match comme Mourinho les adore. Une équipe qui est un petit peu en difficulté. Il a tout pigé évidemment à ce qui se passe du côté de Liverpool aujourd'hui, et ça, aller rajouter une petite touche de problème, il est très fort pour ça. Donc Mourinho va être un empêcheur de tourner en rond là dans cette rencontre, affaire à suivre. Hein. Attention, il a ses problèmes aussi. José a ses problèmes à régler. Bon, on a vu les résultats tout à l'heure, hein, c'est pas exceptionnel non plus, et c'est pas exceptionnel non plus dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est sauvé. Il y a 3 joueurs qui pour l'instant sont à mon avis au-dessus du lot. Ce sont évidemment les 2 attaquants dont on a déjà parlé, et puis il y a Ndombele aussi qui est bien pour le moment. Oui. Donc c'est évidemment 3 joueurs sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Maintenant, je trouve pas non plus que cette équipe de Tottenham soit hyper sereine sur le plan défensif. Ça, c'est déjà une chose. Presque pas de clean sheet sur les 5 dernières journées. Je suis même pas sûr qu'il ait réussi un clean sheet sur les 5 dernières journées. De plein jeu, c'est très bon. C'est toujours les phases arrêtées. Il y a déjà 10 buts encaissés sur phases arrêtées, mais de plein jeu, ce sont les meilleurs pour le moment en première ligue, sauf qu'ils encaissent énormément dans les dernières 10-15 minutes. Ouais, ça, on en avait déjà parlé. Les phases arrêtées et la fin de match, on en a parlé. Enfin, j'avais lu qu'ils avaient perdu sur les 20 dernières minutes cette saison 10 points, où ils menaient donc à la 70e, ils menaient au score et ils ont finalement perdu 10 points. 10 points, ça fait une grande différence dans la course au titre. Et on voit aussi dans les chiffres, Christian, que c'est une équipe qui est efficace en première mi-temps, mais beaucoup moins en deuxième. Alors, on voit, déjà en vert, ça veut dire que Tottenham est l'équipe qui marque le plus en première mi-temps, 21 buts, et on voit qu'elle marque moins en deuxième, 12 buts seulement. En 2021, donc, sur ces 3 derniers matchs, ils ont marqué 5 buts, on a marqué 5 en première, 2 en deuxième, donc ça reste la tendance. Tottenham marque souvent en début de match en première mi-temps, moins en deuxième. Par contre, du côté de Liverpool, on voit que c'est plutôt partagé avec 18 buts marqués cette saison en première mi-temps et 19 en deuxième. Mais on en a parlé, pas encore de buts marqués depuis le début 2021, c'est-à-dire sur les 3 derniers matchs. Ça, c'est très équilibré. 0-0, il n'y a pas il y a pas meilleur équilibre. Mais même sur le nombre de buts encaissés, c'est une équipe qui a encaissé de mémoire, c'est 5 buts encaissés en première mi-temps. Donc, le ratio de Tottenham en première mi-temps est très bon. José n'est pas encore parvenu à cloner la première mi-temps et à la transposer sur la deuxième. C'est ça son problème. Ouais, je tiens à rappeler quand même que José a perdu face à Liverpool sur une phase arrêtée. Donc, c'est vrai. Et c'était, je crois que c'était en le temps additionnel, vers la 90e minute en tout cas. Exactement. Ça, c'était vraiment le schéma du match aller le 16 décembre dernier, score final 2-1. On l'avait commenté ensemble. C'est de pouvoir rectifier ces problèmes sur phase arrêtée parce qu'évidemment, c'est normal, évidemment, parfois il refuse le combat offensif. Donc, fatalement, s'il n'était pas bien défensivement, ce serait vraiment problématique. Mais la problématique, c'est que souvent, quand il marque un but très rapidement en première mi-temps, il n'a pas tendance à pousser pour aller en marquer un deuxième, un troisième. Et c'est pour ça, finalement, qu'en reculant, dernière, au-delà de la 70e et surtout au-delà de la 80e, il s'est fait surprendre sur quelque chose sur quoi toutes les équipes peuvent surprendre, c'est-à-dire la phase arrêtée. Sur phase arrêtée, tout le monde on est tous égaux. We go. On est tous égaux, effectivement. Voilà. Bon, on a l'impression qu'il a trouvé sa colonne vertébrale. Ça commence avec Loris et ça arrive évidemment de l'autre côté avec Kenson. On peut mettre d'ailleurs quand même, qui est titulaire dans quasiment tous les matchs et matchs importants. Hoyder aussi, qui est une belle surprise du côté de Tottenham. Ndombele devient indispensable, mais autour de ça, l'équipe est en train de se modeler, notamment dans le back four. On voit qu'Alderweireld a perdu sa place comme titulaire dans ses défenses à 4, parfois à 3, mais le plus souvent à 4. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Toby? Il est un peu victime du recul d'Eric Dyer, qui a été jugé au final un peu trop court pour occuper une position même de demi-défensif. Donc, il est plutôt dans la charnière centrale défensive. Bon, je pense qu'il aura encore des heures de jeu cette saison, du temps de jeu Alderweireld. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour lui, même si, avec un euro qui arrive, on pense qu'un euro arrive, c'est un peu inquiétant d'être sur le banc aujourd'hui. Ouais, je ne m'inquiète pas, mais je ne comprends pas. Voilà, c'est ça. Parce que pourquoi je ne comprends pas? Parce que j'ai le sentiment qu'au moment où il le retire de l'équipe ici dernièrement, c'est quand ça allait bien. Il sortait de bonnes prestations. Puis tout à coup, il l'enlève, je crois, dans un match de Cup d'abord, dans un match de Coupe d'abord. Et puis je ne comprends pas très bien. On n'est pas en interne, évidemment, mais il y a parfois quelque chose de difficile à percer au niveau de la psychologie
surtout que partout, à peu près, on voit que ce qui reste un secteur assez stable, en général, c'est le secteur défensif. Alors, peut-être que lui s'est dit à un moment donné, je vais donner un peu de temps de jeu à l'un, un peu de temps de jeu à l'autre. Enfin, c'est ce qu'il fait pour le moment. Hein. Enfin, d'ailleurs, est titulaire, mais c'est parfois Sanchez, c'est parfois Rondon, c'est parfois Tanganga, c'est parfois Alderweireld. Donc, on a l'impression qu'il cherche mais encore. Celui qui laisse dans l'équipe, qui est d'ailleurs, enfin, à titre personnel. C'est pas le plus impressionnant. C'est ça que vous voulez dire. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est celui qui, enfin, j'ai ce sentiment qui commet pas mal d'erreurs au niveau, notamment collectif, au niveau des lectures, etc. Il est très fort dans le duel. Je comprends ce choix-là. Il est athlétique, il est imposant, il gagne des duels, il va là. Mais par contre, je trouve que dans le jeu défensif et collectif, moi, je trouve qu'il commet pas mal d'erreurs et quitte à même parfois mettre ses partenaires un peu en difficulté parce que c'est encore une position dans laquelle il ne me semble pas, à moi, en tout cas c'est mes critères, le plus à l'aise de tous. Bon, ben, on n'a pas la boule de cristal, mais à quel type de match peut-on s'attendre jeudi soir? Bon, on sait que le match aller est assez récent, est encore frais dans les mémoires, même si on a joué beaucoup depuis, c'était à la mi-décembre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match similaire? On se souvient quand même que Tottenham avait eu l'occasion de faire la différence en deuxième mi-temps avant de se faire surprendre sur un corner dans la fin de rencontre. On sait que la philosophie des deux entraîneurs, des deux managers est tout à fait différente. Et d'ailleurs, Klopp a souvent pris le dessus sur Mourinho. Hein. Ce n'est pas un manager que Mourinho a affronté. Est-ce qu'on peut s'attendre à un modèle assez ressemblant à celui du match aller, Christian? Le modèle offensif de Tottenham, il est clair. On l'explique depuis des semaines et on le répète sans arrêt. Voilà, il y a par moment le refus d'aller dans le dominant placé. Par contre, on est très performant dans le jeu dominant rapide, dans le jeu direct, surtout avec les reconversions de Kane et Son. Et on est moyen on est bon en termes de phase arrêtée. Donc, ça ressemble très fort, très très fort au modèle de jeu de Manchester United. Et donc, on risque de se retrouver un peu dans le même scénario que lors de Liverpool-Manchester United, c'est-à-dire que… Celui du championnat ou celui de la Cup? Ou les celui deux? du championnat, le 0-0, on risque d'avoir une équipe qui va prendre le jeu à son compte et puis l'autre équipe qui va profiter et qui va faire le dos rond pendant une grande partie de la première mi-temps et qui va utiliser les reconversions rapides et les erreurs de l'adversaire. Et ça va se jouer, je pense, à très peu. Alors, c'est un match très excitant. On peut dire qu'on a parfois été déçus cette saison. Il y a eu quelques 0-0, notamment avec Tottenham ou aussi avec Liverpool, Manchester United. Donc, est-ce qu'on a encore une fois raison d'être très excité, d'avoir beaucoup d'attentes dans ce match? Et est-ce qu'on risque d'être déçus à la fin? José va tester notre patience à nous en tant que commentateur, comme il va tester la patience de l'équipe de Liverpool. Les restes qui restent sur un 3/15. C'est évidemment faible pour un champion en titre, donc on peut espérer qu'il y ait une pression d'un côté, une résistance de l'autre et puis un gros match, quoi. Il nous faut des étincelles. C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans cette rencontre, mais je peux avoir un souhait, en tout cas peut-être, c'est que Liverpool mène au score assez vite. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que Christian disait tout à l'heure, je pense que si on reste sur un 0-0, on risque d'avoir une équipe de Tottenham qui va rester sur son schéma. Or, pour avoir une bonne rencontre, il faut que Tottenham sorte de son schéma et donc soit éventuellement mené. Ça, c'est pour avoir une bonne rencontre. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas, parce que on dit souvent que… Alors, parce que ça remet aussi, un but rapide remet aussi en cause tout ce que les entraîneurs ont prédit ou tout ce que les entraîneur ont prévu. Et donc, il faut parfois justement cet imprévu-là dans un match pour qu'une rencontre puisse s'ouvrir. Je pense que si on n'a pas ça, on risque alors d'aller vers une rencontre avec ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire très clairement l'équipe de Liverpool jouant sur ses valeurs, une équipe de Tottenham jouant sur ses valeurs, peut-être un 0-0, peut-être la différence sur une phase arrêtée ou peut-être une différence sur une attaque rapide. C'est comme un speed dating, hein. Il faudra toucher la corde sensible très rapidement. Comme tu l'évoquais là tantôt aussi, Mourinho aime bien encore affaiblir une bête qui est blessée. Et donc, il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont quand même été faire 1-6 à Manchester United quand Manchester United était très, très, très malade. Et que je crois que dans le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes, il y a eu 4 buts. Alors, si on pouvait assister à ce scénario-là, en sachant que c'était Manchester United qui avait marqué le premier par Fernandes sur penalty, mais que Son et Kane avaient directement enchaîné derrière,
Alors, si on peut profiter de la faiblesse de Liverpool pour avoir un scénario comme ça, ce serait vraiment génial. Si Tottenham va chercher les 3 points, ils mettent définitivement fin à la course au titre pour Liverpool et ils montrent à toute la Première Ligue que derrière les 2 équipes de Manchester, il y aura Tottenham jusqu'au bout. Ça mérite quand même de déposer quelque chose sur la pelouse. Et donc, Jean-François et moi, on est prêts à vivre ça. Et on est prêt à vous écouter donc jeudi à partir de 20h45, coup d'envoi 21h. Merci Bruno, merci Jean-François, merci Christian. Passez une excellente journée et bon match évidemment sur Vous Sport World. À très bientôt. Bye bye.